Bienvenue sur notre chaîne. Veuillez nous soutenir en vous abonnant, en aimant et en laissant votre avis dans les commentaires concernant cette histoire. Bon visionnage. L'alarme s'est déclenchée à son heure habituelle, 6 heures du matin, et ma femme Anita et moi nous sommes levés pour commencer notre journée. Alors que je me redressais sur le bord du lit et que je balançais mes pieds sur le sol, un grognement audible s'est échappé de moi. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait un vieil homme, a-t-elle taquiné en se dirigeant vers la salle de bain. Me sentant comme un vieil homme après les événements de la nuit précédente, j'ai entendu son rire résonner depuis la salle de bain alors que je me remémorais nos ébats passionnés. La soirée s'était conclue par un acte particulièrement sensuel. Aujourd'hui marquait le début de son voyage d'affaires d'une semaine, me laissant seul à la maison, une perspective que je n'attendais pas avec impatience. Le bruit de la douche qui coulait me tentait de la rejoindre, mais les souvenirs des efforts de la nuit précédente m'en dissuadèrent. Lorsqu'elle retourna dans la chambre, son humeur était optimiste, contrastant avec mon état de dépression. Elle m'encouragea à me lever et à commencer la journée en disant « Allez, vieux, lève-toi et bouge-toi. Nous avons besoin de 2 soutiens de famille pour payer l'hypothèque de cet endroit. » En hochant la tête, je répondis « D'accord, je me lève » et je titubai jusqu'à la salle de bain pour commencer ma routine matinale. Plus tard, nous nous sommes rassemblés en bas pour le petit déjeuner avant qu'elle ne parte pour l'aéroport et que je ne me dirigeais vers le travail. Anita, avocate, et moi travaillions tous les deux dans une usine de fabrication de taille moyenne à Saint-Louis. Elle était spécialisée dans les négociations et voyageait avec des équipes en dehors de l'usine. Ce voyage consistait à négocier un nouveau sous-contrat avec une grande entreprise aérospatiale à Denver. Elle voyageait plusieurs fois par an pour des négociations similaires, partant généralement au moins une semaine à chaque fois. À 35 ans, elle avait obtenu son diplôme de l'Université d'État Comley il y a 12 ans, mesurant 1,63 mètres, pesant 57 kg, avec des mensurations de 86 à 61 à 87 cm. Je suis Jacques Fillmore, 37 ans, travaillant comme ingénieur dans la même entreprise que ma femme, mesurant 1,85 mètres et pesant 75 kg. Je fais de l'exercice pour rester en forme. Nous aimions tous les deux jouer au golf et formions souvent un groupe avec des amis que nous avions rencontrés lors d'un pique-nique de l'entreprise, et ce fut le coup de foudre pour moi. Il me semblait que c'était la même chose pour elle, car après une cour rapide, nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Nous sommes mariés depuis 7 ans maintenant et venons d'acheter la maison dans laquelle nous vivons il y a 3 mois. C'était la maison où nous avions prévu de fonder notre famille et Anita arrêtait de prendre ses pilules contraceptives. À son retour de ce voyage, nous étions ravis d'avoir une famille et elle avait l'intention d'être une mère au foyer jusqu'à ce que les enfants commencent l'école. Nos parents vivant dans la région attendaient également notre expansion familiale. Après le petit déjeuner, j'ai chargé un sac de voyage dans sa voiture et lui ai donné un baiser d'adieu. Des larmes se sont amassées dans ses yeux alors qu'elle montait dans sa voiture pour partir. J'ai exprimé l'espoir que bientôt je ne voyagerai plus, afin que nous n'ayons plus à faire ces adieux. Elle partageait son aversion pour les adieux et je l'ai rassurée en lui disant que je ressentais la même chose. J'ai mentionné que je la verrais vendredi soir et que nous pourrions prendre à emporter afin qu'elle puisse se reposer. Elle a accepté en disant « Ça me va, au revoir ». J'ai observé alors qu'elle reculait dans le garage et entrait dans la rue en faisant signe de la main en partant. Je me suis traîné dans la maison pour terminer mes préparatifs avant de partir pour le bureau. À mon arrivée sur mon lieu de travail, je suis monté au département d'ingénierie, j'ai pris une tasse de café dans la salle de pause et me suis dirigé vers mon bureau. À peine m'étais-je installé que mon téléphone a sonné. Je me suis identifié au correspondant en tant que Fillmore. Mon patron Evan m'a demandé de venir dans son bureau. J'ai accepté, pris mon café et me suis rendu à son bureau. Evan a mentionné qu'il se souvenait que j'avais dit vendredi dernier qu'Anita voyagerait cette semaine. Il a ensuite présenté une opportunité. Jill Hawkins, notre ingénieur de service sur le terrain en Californie, était malade et incapable de gérer un problème qu'un client de San José rencontrait avec l'un de nos modèles. Étant donné mon expérience avec ce modèle, Evan m'a demandé si je voulais me rendre à San José et vérifier la situation. J'ai accepté en disant qu'il ne se passait pas grand-chose au bureau et que je m'ennuyais cette semaine. Evan m'a ordonné de demander à Cathy d'organiser mes réservations et billets et d'appeler le client pour l'informer de mon arrivée et découvrir le problème. Me sentant plus enthousiaste face à la vie, je suis passé au bureau de la secrétaire d'Evan, Cathy, et l'ai informé de mes besoins en matière de vol et de réservation. Plus tard, j'ai appelé le client depuis mon bureau pour comprendre son problème avant de rentrer chez moi pour faire mes valises. Sur le chemin du retour, un plan s'est formé dans mon esprit. Si je finissais rapidement,
je pourrais surprendre ma femme en faisant un arrêt à Denver sur le chemin du retour. L'idée de passer quelques jours avec elle à Denver devenait de plus en plus excitante. En attendant mon vol à l'aéroport, j'ai tenté d'appeler le portable d'Anita, mais elle n'a pas répondu, alors j'ai laissé un message vocal indiquant que je resterais chez mes parents pendant quelques jours et de me joindre sur mon portable le soir. Tout s'est bien déroulé, j'étais chez le client mardi matin, j'ai effectué les ajustements nécessaires sur l'équipement et il fonctionnait de manière satisfaisante dans l'après-midi. De retour à mon hôtel, j'ai appelé la compagnie aérienne et réservé un vol qui m'emmènerait à Denver à 21h, hors des montagnes. Après avoir quitté l'hôtel à San José, je me suis rendu à l'aéroport de San Francisco où j'ai dîné. Pendant que je mangeais, Anita m'a appelé sur mon portable et nous avons discuté pendant quelques minutes. Elle a demandé des nouvelles de mes parents et j'ai répondu comme si j'étais chez eux. Elle a mentionné que les négociations progressaient, mais qu'elle était fatiguée et prévoyait une soirée tranquille dans sa chambre d'hôtel. Nous nous sommes dit au revoir avec des expressions d'amour et, après avoir mangé, j'ai embarqué dans mon vol de 21h45. Je me suis enregistré au bureau d'enregistrement de l'hôtel d'Anita et, après avoir vérifié mon identité, ils m'ont fourni une carte pour entrer dans sa suite. En entrant silencieusement dans sa suite, j'ai remarqué une lampe illuminant la table de l'ordinateur et son ordinateur portable était ouvert, mais il n'y avait aucun signe d'Anita. J'ai posé ma valise et vérifié la chambre et la salle de bain, les trouvant vides. Je me suis dit qu'elle n'était probablement pas encore retournée dans sa chambre. J'ai décidé de m'asseoir et d'attendre ou peut-être descendre et vérifier le salon pour voir si elle était là. J'ai alors observé que la porte de la chambre adjacente était légèrement ouverte. En m'approchant, la porte s'est ouverte silencieusement sur des charnières bien lubrifiées. En regardant dans le salon de la suite adjacente, je n'ai trouvé personne, perplexe. Je suis entré dans la pièce et j'ai entendu un grognement provenant de la chambre. Mon estomac s'est noué et j'ai commencé à transpirer alors que je m'approchais silencieusement de la porte de la chambre. Bien que mon cœur ne se soit peut-être pas arrêté, mon souffle l'a certainement fait en assistant à la scène dans la chambre faiblement éclairée. Anita était dévêtue, face à moi, engagée avec un homme dont le visage restait invisible. Mon désir initial était de faire irruption, de la confronter et de confronter l'homme, mais la raison a prévalu sur mes émotions. Recule lentement de la porte, je suis retourné dans sa suite, récupérant l'appareil photo numérique de mon sac de voyage que j'avais apporté pour prendre des photos souvenirs. Je suis retourné à l'autre porte de la chambre, éteignant le flash et ajustant l'appareil pour prendre des photos en faible luminosité. J'ai calmement capturé plusieurs images de la scène sur le lit sans qu'ils s'en rendent compte. Ils étaient tellement absorbés par leurs activités que leurs yeux restaient fermés, inconscients de leur environnement. Avant de retourner dans sa suite, j'ai examiné une mallette ouverte sur la table, trouvant une carte de visite portant le nom de Samaris, le négociateur en chef de notre entreprise. J'ai mis la carte dans ma poche et suis retourné dans sa suite. J'ai utilisé un câble d'interface caméra-ordinateur que j'avais avec moi pour connecter l'appareil photo à son ordinateur portable. Comme nos ordinateurs portables avaient le même programme photo, j'ai facilement téléchargé une photo de mon appareil et l'ai définie comme fond d'écran de son bureau. J'ai ensuite rangé mon appareil photo dans mon sac de voyage et suis sorti discrètement de sa suite. Avant de partir, j'ai entendu son cri d'orgasme. J'ai failli m'effondrer sur place, mais j'ai continué vers l'ascenseur. Après avoir rendu la carte d'entrée au bureau, j'ai contacté la compagnie aérienne pour me renseigner sur le prochain vol pour Saint-Louis. Heureusement, un vol à 6h30 du matin était disponible, promettant une arrivée à la maison à 9h30. Avec un peu de chance, j'ai calculé que cela coïnciderait avec le moment où Anita ouvrirait son ordinateur portable à la table de négociation, réalisant ainsi qu'elle avait été surprise, signalant la fin de notre mariage. De retour à l'aéroport, je me suis enregistré dans un motel voisin où le sommeil m'a échappé. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène troublante de la chambre d'hôtel de ma femme. J'ai pleuré, laissant ma douleur se manifester en larmes. Lorsque j'ai quitté le motel à 5h du matin, j'avais épuisé mes larmes et résolu de conclure rapidement notre mariage. À mon arrivée à Saint-Louis, mon téléphone portable a commencé à sonner. En entrant dans ma voiture et en regardant l'écran, j'ai vu que c'était Anita. Je l'ai éteint et suis rentré chez moi. En entrant dans la maison, le téléphone sonnait, mais en vérifiant l'identifiant de l'appelant, j'ai constaté que c'était à nouveau Anita, laissant ainsi les appels passer au répondeur. J'ai entendu ses sanglots au téléphone, elle me suppliait de l'appeler immédiatement, exprimant qu'elle avait besoin de me parler et que c'était important. J'ai ignoré son appel suppliant et en larmes, j'ai changé de vêtements,
louer un camion du haul et suis rentré chez moi pour commencer à faire mes valises. Si mes calculs étaient corrects, elle arriverait vers 16 heures et je visais à être sorti de la maison d'ici là. Cela a pris quelques heures. Mais j'ai réussi à déménager toutes mes affaires personnelles dans une unité de stockage louée. Avant de faire mes valises, j'ai contacté Ed, notre avocat, et j'ai pris rendez-vous pour cet après-midi. Après avoir déchargé mes affaires à l'unité de stockage, j'ai rencontré notre avocat et demandé l'initiation des procédures de divorce. Bien que tenté de citer l'infidélité comme cause, j'ai opté pour l'incompatibilité, réservant l'accusation d'infidélité au cas où elle contestait le divorce. J'ai également demandé qu'il rédige un nouveau testament désignant mon frère comme bénéficiaire. En faisant un arrêt à la banque, j'ai transféré la moitié de nos économies et de notre compte courant sur de nouveaux comptes uniquement à mon nom. Par la suite, j'ai contacté mon conseiller en investissement pour effectuer un transfert similaire pour nos comptes chez lui. Le cœur lourd, je me suis rendu chez mes parents avec ma valise. J'ai entré par la porte ouverte et ma mère, me voyant en premier, a exclamé bruyamment « Jacques, où étais-tu ? Anita a appelé ici plusieurs fois à ta recherche. L'as-tu informé que tu restais ici ? Mon père à la retraite nous a rejoints et je me suis assis pour tout leur expliquer. Ils étaient étonnés lorsque j'ai révélé l'infidélité d'Anita et la fin de notre mariage. J'ai demandé si je pouvais rester avec eux pendant quelques jours jusqu'à ce que je trouve un appartement meublé, et ils ont accepté. Mes calculs semblaient assez précis car vers 18 heures, alors que nous nous asseyions pour manger, la sonnette a retenti. Mon père l'a ouverte et un instant plus tard, il est revenu avec Anita, visiblement en détresse. Elle a demandé pourquoi je n'avais pas répondu à ses appels exprimant le besoin de parler. Elle n'avait pas noté que j'avais déplacé toutes mes affaires de la maison et supposé que le message laissé sur mon bureau fournirait les informations nécessaires. J'ai répondu en exprimant ma peur que ce soit elle et en suggérant que nous allions parler quelque part. J'ai affirmé fermement que je n'étais plus son chéri et qu'il n'y avait rien à discuter. Les procédures de divorce avaient déjà commencé et tout ce qui devait être communiqué pouvait passer par nos avocats. J'ai expliqué que ce que j'avais vu à Denver avait détruit tout sentiment que j'avais pour elle et lui et demandé de partir afin que je puisse finir mon dîner. Elle a supplié et j'ai réitéré qu'il n'y avait rien à discuter sans aborder l'infidélité. J'ai mentionné avoir des photos et que je prévoyais de confronter son amant Sam le lendemain. Elle a insisté en pleurant pour parler. J'ai répondu en suggérant qu'elle parte car mon dîner devenait froid. J'ai proposé qu'elle m'écrive une lettre articulant comment elle pouvait rationaliser la rupture de ses vœux de mariage. J'ai supposé qu'en tant que brillante avocate, elle pourrait expliquer que tout était de ma faute et qu'elle pouvait encore m'aimer et me respecter beaucoup. En sanglotant, elle s'est détournée avant d'atteindre la porte. Elle est revenue en pleurant et a supplié à nouveau. J'ai dit au revoir et après son départ en pleurant encore, mes parents restaient stupéfaits. Ma mère a commenté la rudesse de ma réaction. J'ai rétorqué en partageant la dure réalité de ses actions et mon incapacité à lui faire confiance à nouveau. Je lui ai demandé si elle voulait que je donne des petits-enfants à partir d'une femme comme ça. Mon père a suggéré qu'avec le temps, ma perspective pourrait changer. J'ai répondu en exprimant des doutes et en suggérant que nous parlions d'autre chose pour que je puisse digérer mon repas. Ce lundi matin, lorsque j'ai quitté la maison, je me sentais désolé de moi-même d'avoir dû partir. Mais j'ai pensé à quel point ce serait merveilleux quand je rentrerais et que nous pourrions commencer notre famille. Nous avions attendu si longtemps pour nous assurer que nous étions prêts financièrement et professionnellement pour devenir parents. Maintenant, tout était presque en place. Le voyage à Denver s'est déroulé sans incident. Je me suis assis à côté de Sam Harris, notre négociateur en chef, et nous avons brièvement discuté des négociations à venir et de nos familles. Sam, qui était marié depuis 20 ans et avait 2 enfants en âge de fréquenter le lycée, savait que je prévoyais de quitter mon travail en cas de grossesse et il a exprimé qu'il allait me manquer. Sam et moi formions une équipe de négociation depuis avant mon mariage et nous avions un rapport confortable. Les 2 autres membres de l'équipe conversaient derrière nous. À notre arrivée à l'hôtel de Denver, nous avons enregistré nos chambres, Sam et moi optant pour des chambres communicantes comme d'habitude, initialement prévues pour des sessions de stratégie tard dans la nuit. Cet arrangement a évolué il y a environ 10 ans lorsque notre relation a pris un tournant physique. Nous nous sommes convaincus que c'était un mécanisme de soulagement du stress après des négociations difficiles et, à l'époque, nous considérions que ce n'était pas tromper sa femme si cela contribuait à notre collaboration professionnelle. Après que Jacques et moi nous soyons mariés, j'ai abstenu pendant quelques années par culpabilité. Cependant, lors d'une négociation particulièrement exigeante, Sam a proposé de reprendre notre arrangement pour soulager le stress et j'ai accepté à contre-séance.
Cela est redevenu une habitude avec le frisson du secret stimulant ma libido à la maison, bénéficiant à Jacques et réduisant ma culpabilité. La première nuit de ce voyage, nous ne nous sommes pas rencontrés car je me sentais fatigué après le dîner. Cependant, après le premier jour de négociation, j'ai accepté de le rencontrer la nuit suivante. Le lendemain matin, en ouvrant mon ordinateur portable, j'ai été choqué par ce que j'ai vu à l'écran. Sam était assis à côté de moi. J'ai rapidement fermé le couvercle et nous avons emporté l'ordinateur portable dans le couloir. Il était furieux, exigeant de savoir quel genre de contenu j'avais sur mon bureau. J'ai répondu que je ne savais pas et expliqué que ce n'était pas là la dernière fois que je l'avais utilisé. Encore sous le choc, j'ai suggéré de vérifier à nouveau. En le rouvant, nous avons tous les deux regardé la photo et Sam a exclamé que c'était moi. J'ai demandé comment cela pouvait être moi, mais il a insisté, ajoutant que c'était probablement lui sous moi. Bien que mon visage ne soit pas visible, j'ai demandé s'il avait laissé l'ordinateur portable sans surveillance à un moment donné la veille. Il a nié, disant qu'il était avec lui pendant le voyage et dans sa suite pendant qu'il était dans la mienne. Je me suis demandé si quelqu'un avait pu accéder à ma chambre avec une caméra, mais il ne le pensait pas, affirmant que la porte était fermée et qu'il supposait qu'elle était verrouillée. Je lui ai conseillé de retourner à l'hôtel et de vérifier si quelqu'un avait eu accès à sa chambre la veille au soir. Je lui ai assuré que je m'occuperais des choses de mon côté et lui ai demandé de contacter Jacques pour savoir où il était la nuit précédente. Il a exprimé des doutes, disant que cela ne pouvait pas être Jacques car il avait parlé avec lui chez ses parents. J'ai demandé s'il avait appelé Jacques depuis le téléphone de ses parents, ce à quoi il a répondu que Jacques lui avait demandé d'appeler sur son téléphone portable. Inquiet de la situation, j'ai mentionné que je n'aimais pas l'idée car Jacques aurait pu être n'importe où pendant leur conversation. Je lui ai ordonné de m'appeler sur mon portable s'il apprenait quoi que ce soit et l'ai exhorté à faire tout ce qu'il pouvait pour gérer les retombées de cela. Je lui ai dit de prendre un taxi pour retourner à l'hôtel et lui ai dit au revoir. Sentant de l'anxiété, j'ai envisagé la possibilité que Jacques ait pris la photo et l'ait placée sur mon ordinateur portable. Cela semblait être un message que notre mariage était terminé. Je devais retourner à l'hôtel pour recueillir des informations. La réceptionniste a organisé un taxi et, 15 minutes plus tard, j'étais de retour. J'ai vérifié à la réception pour voir si quelqu'un avait accédé à ma suite. Le réceptionniste a confirmé qu'un certain Jacques Fillmore avait reçu une carte à 21h45 la veille au soir, et est revenu une demi-heure plus tard. À ce moment-là, je savais que mon mariage était probablement terminé. L'homme que j'aimais plus que tout avait disparu. Malgré le chagrin, je me sentais obligé de me battre pour lui. En entrant dans ma suite, j'ai immédiatement essayé de le joindre sur son portable et au travail, sans réponse. Sur son portable, il avait été éteint, laissant un message vocal important. Il m'a rappelé rapidement. Sa secrétaire au travail m'a informé qu'il était en voyage d'affaires en Californie et qu'il devrait revenir demain. C'était tout. Il était allé en Californie et s'était arrêté en revenant pour me surprendre, je suppose. Nous étions tous les deux surpris. En appelant ses parents, ils ne l'avaient pas vu depuis plusieurs jours. Je leur ai demandé de le faire me rappeler, mais il n'y avait pas de réponse à la maison. J'ai laissé un message là aussi. Seul dans la suite, j'ai pleuré en réalisant que je n'avais aucun moyen de lui parler à moins de rentrer à la maison. J'ai donc pris le téléphone, réservé le prochain vol pour Saint-Louis et, après avoir fait mes valises, j'ai informé Sam de la situation. Il est resté silencieux avant de parler. Sam a mentionné qu'il semblait que nous faisions tous les deux face au divorce ou pire. Il a souligné la politique de l'entreprise contre les relations entre employés de gestion, mettant en avant le risque potentiel que nous soyons tous les deux licenciés, ce qui ne serait pas bien vu dans nos dossiers. Il s'est inquiété de perdre Jacques et a reconnu que perdre sa famille serait également mauvais. Il m'a conseillé de retourner à Saint-Louis et de trouver Jacques, m'exhortant à voir s'il accepterait de raisonner. Il m'a informé qu'il avait réservé un vol partant à midi, prévu pour revenir à 16h30. Pour son bien, il a souligné l'importance de trouver Jacques et de lui parler. Sam a mentionné qu'il me tiendrait au courant et a expliqué qu'il devait rester là jusqu'à la fin des négociations. Il m'a assuré qu'il attendrait de mes nouvelles. Nous nous sommes dit au revoir. Ayant récupéré mon sac et mon ordinateur portable, je me suis précipité vers le hall, j'ai réglé le départ et ai pris la limousine de l'hôtel pour l'aéroport, priant tout le chemin de retour à Saint-Louis. J'espérais convaincre Jacques de me parler. Je devais expliquer que c'était juste une proximité et que cela ne l'affectait pas du tout. Je devais tout miser sur l'espoir qu'il pourrait être indifférent à mon infidélité et l'accepter pour ce que c'était,
rien d'autre qu'une proximité sans signification. De retour à la maison, rien ne semblait déplacé au début. Cependant, en entrant dans notre chambre et en constatant que toutes ses affaires avaient disparu, j'ai réalisé qu'il savait et qu'il m'avait quitté. Je devais le retrouver. Après de nombreux appels téléphoniques infructueux, j'ai décidé de me rendre chez ses parents pour voir s'il était là ou s'ils avaient une idée de son emplacement. Il était chez ses parents et la réception que j'ai reçue de sa part m'a rendu nauséeux par sa brutalité insensible. Il m'a informé qu'il était en train de déposer une demande de divorce, qu'il n'avait aucun désir de parler et que rien de ce que je pourrais dire ne changerait son esprit. Après avoir suggéré sarcastiquement que j'écrive une longue lettre expliquant ma position, je suis parti et me suis assis dans ma voiture en pleurant. La famille que nous avions prévue ne se réaliserait jamais. Vieillir ensemble et profiter des petits-enfants semblait un rêve inatteignable. D'un point de vue égoïste, ce qui me chagrinait encore plus était la pensée que, lorsque je trouverais un autre mari, je pourrais être trop vieux pour concevoir. Finalement, j'ai démarré la voiture et suis retourné à notre maison vacante. Après une nuit agitée hantée par des visions d'Anita et Sam ensemble, je me suis levé tôt et suis descendu chez mes parents, préparant du café, récupérant mon ordinateur portable et mon appareil photo. J'ai téléchargé les photos de l'appareil photo sur l'ordinateur dans le but d'identifier Samedi. En examinant les photos, le visage de Sam restait flou, cependant j'ai remarqué quelque chose sur son bras droit, se dirigeant vers la poitrine d'Anita. De plus près, j'ai identifié un tatouage, un cœur avec le mot « Marie » dessus. La femme de Sam s'appelait Marie. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis retourné à l'étage, me suis douché et me suis préparé pour le travail. En redescendant, ma mère préparait le petit déjeuner. Plus tard, au travail, j'ai gravé quelques CD avec les photos que j'avais prises et un agrandissement du tatouage de Samedi. J'ai imprimé plusieurs séries et les ai organisées dans un dossier avant de me rendre au département des ressources humaines. J'ai demandé à voir le responsable, Phil, que je connaissais des sorties de golf, et lui ai placé un ensemble de photos devant lui. J'ai expliqué que les images pourraient sembler inappropriées mais qu'elles représentaient ma femme et Samaris. La date et l'heure sur les photos confirmaient qu'elles avaient été prises mardi soir dans la suite de l'hôtel de Sam à Denver lors d'un voyage de négociation de l'entreprise. Phil semblait visiblement choqué et a demandé ce qu'il pouvait faire. J'ai suggéré qu'il pourrait les licencier tous les deux pour cause, en vertu de la clause anti-fraternisation de leur contrat avec l'entreprise. J'ai souligné que cette clause n'avait jamais été appliquée auparavant et me suis demandé s'il était sûr de vouloir suivre cette voie. J'ai mentionné que cela ferait éclater l'affaire et supposé qu'il envisageait de divorcer d'Anita à cause de cela. Je l'ai informé que j'avais déjà mon avocat qui préparait les papiers, mais si Phil choisissait de ne pas poursuivre, je porterais plainte contre l'entreprise. Phil a accepté, déclarant qu'il allait porter l'affaire au département juridique et lancer le processus. Il m'a ensuite incité à continuer avec le prochain point de discussion. Je suis allé voir mon patron, Evan, pour l'informer de la situation. Il a été appropriément horrifié par ce que j'avais à lui dire au sujet de ma femme et de Samaris. Lorsque j'ai demandé le reste de la semaine comme congé, il a accepté sans hésiter. En partant, il m'a félicité pour le bon travail effectué lors de mon voyage en Californie. Le client a loué la résolution rapide de leurs problèmes et a demandé si je considérerais la prise en charge du territoire californien étant donné le départ à la retraite du technicien de terrain actuel pour raison de santé. J'ai mentionné que j'y réfléchirais et donnerais une réponse à mon retour au travail la semaine suivante. En quittant le bureau d'Evan, Cathy, sa secrétaire, m'a informé que ma femme avait cherché à me joindre et qu'elle reviendrait plus tard. Je lui ai ordonné de ne pas laisser ma femme me voir en aucune circonstance et exprimé qu'il y avait un problème important car nous étions en train de divorcer et qu'elle et Samaris étaient impliqués. J'anticipais que la nouvelle se répandrait dans toute l'usine d'ici midi, compte tenu de l'inclination de Cathy pour les potins. En retournant à mon bureau, j'ai appelé Mary Harris, la femme de Sam, que je connaissais des pique-niques de l'entreprise. Je savais que mes révélations sur nos conjoints pourraient être difficiles pour elle. Je l'ai contactée et lui ai expliqué la situation, exprimant le besoin de parler dès que possible. Elle a accepté de se rencontrer et m'a fourni son adresse. J'ai accepté de lui rendre visite dans 15 minutes. À mon arrivée chez les Harris, j'ai ressenti un sentiment de crainte à l'idée de divulguer la situation à Marie et sa famille. Cependant, je croyais que Sam devait faire face aux conséquences et qu'Anita ne devait pas supporter toutes les retombées. Marie m'a accueilli en offrant du café, que j'ai accepté. J'ai décidé d'aller droit au but. J'ai divulgué l'affaire entre Sam et Anita, ma poursuite d'un divorce d'Anita et ma décision de les faire tous les deux licencier de leur emploi.
J'ai mentionné que l'information deviendrait bientôt publique et proposé de lui montrer les photos comme preuve. En observant son visage, j'ai été surpris par le manque de réaction significative. Marie a partagé qu'elle soupçonnait l'infidélité de Sam lors des voyages d'affaires depuis des années, mais espérait que ce n'était pas vrai. Elle a reconnu le rôle précédent de Sam en tant que mari et père aimant. Marie a exprimé des regrets pour mon mariage et sa propre situation. Elle a envisagé la possibilité que Sam soit licencié et les défis qu'il pourrait rencontrer pour trouver un autre emploi bien rémunéré. Elle a conclu en m'offrant un ensemble de photographies si je le souhaitais. Marie a exprimé sa gratitude pour avoir partagé les photographies, déclarant qu'elle les laisserait pour les regarder plus tard lorsqu'elle pourrait rassembler la force. Je me suis excusé en expliquant que je ne pouvais pas laisser la situation telle qu'elle, surtout étant donné qu'Anita et moi étions sur le point de fonder une famille. J'ai souligné l'importance de la confiance et du respect dans une relation, des qualités que, je le crois, la mère de nos enfants devrait posséder. Elle a reconnu ma décision et m'a remercié de l'avoir informée directement, exprimant sa compréhension de ne pas vouloir l'entendre par d'autres sources d'abord. Marie a exprimé sa sympathie pour ma situation avec Anita, anticipant sa dévastation et son remords lorsqu'elle a découvert l'affaire. Elle souhaitait que ce soit un incident ponctuel, le trouvant plus facile à pardonner, mais croyait que cela durait depuis des années, ce qui le rendait plus difficile à accepter maintenant que c'était dévoilé. Marie a souligné sa fierté et la nécessité de garder la tête haute. Je lui ai assuré que si j'avais besoin de quelque chose, je le ferais savoir. Avant de partir et de retourner chez mes parents, une mise à jour, cela fait 6 mois que j'ai initié les procédures de divorce. J'ai reçu ma copie de l'accord dissolvant mon mariage avec Anita ce matin. Je n'ai jamais parlé avec elle ni ne l'ai revue après le moment où elle est venue chez mes parents. Mon avocat s'est occupé de tout. Je lui ai donné la maison fortement hypothéquée avec les meubles et aménagements financés en grande partie pour libérer toutes les réclamations sur moi. J'ai également fait retirer mon nom de l'hypothèque. Elle a assumé l'entière responsabilité de payer les mensualités. Bien sûr, sans emploi, elle a dû mettre la maison en vente et a perdu beaucoup d'argent sur la transaction. Elle a tenté de contester le divorce, mais je l'ai menacée de changer la raison du divorce en infidélité et de publier les photos d'elle et de Sam sur Internet si elle ne signait pas les papiers dans les 48 heures. Elle les a signés dans le délai requis et c'est pourquoi je suis un homme libre aujourd'hui. Je suppose qu'elle a décidé qu'elle ne me voulait pas tellement de toute façon. Elle a été licenciée de son emploi, mais c'est une avocate intelligente et une négociatrice, alors elle a trouvé un autre emploi en 1 mois, même si elle ne gagne pas autant ni n'a les avantages que l'ancien poste lui offrait en termes de seniorité. Mais j'entends dire qu'elle s'en sort et qu'elle sort de nouveau avec quelqu'un. Bonne chance au petit ami si elle le décroche. Je me demande si elle lui a parlé de notre divorce et de la raison. Peut-être que je devrais l'informer. Marie a divorcé de Sam et l'a anéanti financièrement. Il a également trouvé un autre emploi après avoir été licencié, mais il a du mal à faire les paiements de pensions alimentaires et de soutien aux enfants avec son nouveau salaire. Je vis maintenant à Santa Maria, en Californie, un endroit calme près de la côte, à mi-chemin entre la région de la baie et Los Angeles. Cela me positionne assez bien pour couvrir à la fois les parties sud et nord de l'État. J'ai déménagé ici il y a environ 4 mois et j'ai un appartement dans un complexe avec d'autres célibataires et jeunes couples, la plupart essayant d'économiser de l'argent pour un acompte sur une maison. Les coûts de logement sont élevés ici et il faut beaucoup d'argent pour entrer sur le marché. J'ai une petite amie stable qui vit dans le même complexe. Elle est divorcée comme moi, mais nous sommes à l'aise ensemble et je pense que nous verrons comment cela se passera à l'avenir. Avec mes nombreux voyages, j'ai vraiment besoin de faire confiance à celle que j'épouserai, mais je dois agir avant trop longtemps si nous voulons fonder une famille. Les horloges biologiques continuent de tourner.